Bienvenue sur Géopolitis. C'est le 4e plus grand marché illégal et illicite du monde. Il rapporte, c'est une estimation, 19 milliards de dollars par an aux grands réseaux criminels. C'est le braconnage. Oui, le braconnage, à savoir le commerce illégal d'espèces déclarées menacées. En l'occurrence, il s'agit en premier lieu des éléphants pour l'ivoire et en second lieu des rhinocéros pour leurs cornes. Mais il faut savoir qu'au-delà des animaux braconnés, ce sont aussi des populations humaines entières qui sont spoliées et mises en danger. Voici un ordre d'idées. Le plus gros marché illégal de la planète, c'est le trafic de drogue. Le deuxième, au niveau du chiffre d'affaires, c'est la fabrication de fausses monnaies. La troisième plus grande activité illégale du monde, c'est la prostitution au sens large. Vient donc, en 4e position, le braconnage. 2 chiffres pour illustrer ce qui est la chronique d'un désastre annoncé. En 2012, plus de 10 000 éléphants ont disparu des forêts et des savanes d'Afrique. Quant aux rhinocéros, on en abat illégalement 2 par jour, 2 fois plus que l'année dernière. Géopolitis décrypte le péril qui guette ces espèces menacées. Des éléphants, en Afrique, il y en avait des millions au milieu du 19e siècle. Cette population est tombée à 600 ou 700 000 à la fin du siècle passé. Et en Afrique, pourtant, le commerce de l'ivoire, à quelques exceptions près, est interdit depuis 1989. Mais le braconnage persiste et atteint des niveaux records. Au début de cette année, on a saisi à Hong Kong plus d'1 tonne d'ivoire, valant un peu plus d'1 million d'euros de l'ivoire en provenance du Kenya. Tous les spécialistes le disent, le braconnage est un trafic pratiquement sans risque pour ceux qui s'y livrent. On a peu de chance d'être pris. Et si on est pris, on a peu de chances d'être condamné. Au-delà du sort des animaux, c'est aussi celui des hommes qui est concerné, car une bonne partie de ces trafics sert à financer toutes sortes de soulèvements, guérillas, insurrections et autres mouvements de milices. Pour contrer cette criminalité-là, les initiatives gouvernementales ne manquent pas, mais le combat est difficile à mener face à ces véritables mafias du braconnage. Écoutons ce qu'en dit un responsable d'organisation de safari dans un parc naturel au Cameroun. People poaching elephants are coming from foreign countries, are very well armed and organized. They are coming in big bands, about 50 people with heavy guns. The poacher will never stop as long as ivory will be left. It will be a very hard fight to keep some elephant alive, not only in Cameroon, but in all Africa. Pour être complet, il faut ajouter que si l'Afrique est concernée par le massacre et le commerce de ses propres espèces menacées, c'est l'Asie qui est montrée du doigt du côté des acheteurs, donc des complices, voire des instigateurs de ce trafic. Sont visés en particulier la Thaïlande et le Vietnam. Pourquoi? Mais parce que en Asie, le commerce de l'ivoire, à condition que les pachydermes viennent d'Asie, ce commerce n'est pas interdit. Vous avez compris l'astuce, on envoie en Thaïlande ou au Vietnam de l'ivoire qui provient du braconnage d'Afrique et on le vend comme si c'était de l'ivoire asiatique. Un jour, tout le monde le redoute, ce sont aussi les éléphants d'Asie qui seront menacés. C'est toute une famille qui avait été massacrée, une famille de 11 éléphants. C'était au mois de janvier dernier, au Kenya, dans le parc national de Tsavo, dans le sud-est du pays. On avait retrouvé les corps des pachydermes, dont un éléphanteau de 2 mois, criblé de balles et les défenses tranchées. Il faut savoir qu'1 kilo d'ivoire peut atteindre actuellement jusqu'à 2500 $ au marché noir. Cet ivoire que l'on retrouve en Asie, où elle est utilisée soit dans la fabrication de produits qualifiés, de médicaux, soit dans la fabrication d'objets décoratifs. La Thaïlande est ainsi connue pour sa tradition de sculpture de l'ivoire. Et bien des touristes seraient surpris d'apprendre que le petit objet décoratif qu'ils achètent sur les marchés de Bangkok proviennent en fait d'éléphants abattus illégalement en Afrique. Les statistiques sont inquiétantes. 10 000 éléphants ont disparu en 2012 en Afrique. Dans ce parc naturel du Kenya dont nous parlions, on tue au moins 1 éléphant par jour. À signaler qu'au cours de diverses opérations de police dans ce parc, 40 braconniers et 6 gardiens ont été tués.
C'est l'Afrique du Sud qui abrite le plus grand nombre de rhinocéros. En gros, les 3/4 des quelques 25 000 rhinocéros recensés en Afrique. Des rhinocéros blancs, il y en aurait 20 000, et des rhinocéros noirs, près de 5 000, une espèce, elle, en voie de disparition. Là encore, les statistiques sont alarmantes. En Afrique du Sud, l'année passée, on a tué 668 rhinocéros pour leur sectionner la corne. C'est 2 fois plus qu'en 2010. Et surtout, ce sont là des chiffres tout à fait décourageants. Lorsqu'on sait qu'il y a seulement 6 ans, en 2007, on avait pratiquement éradiqué cette activité de braconnage. Dans le célèbre parc Kruger, on dit que les braconniers viennent, pour la plupart, du Mozambique voisin, des trafiquants dotés d'armes de guerre, équipés en 4x4 modernes, très mobiles et extrêmement dangereux. Là encore, c'est le marché asiatique qui est le premier concerné. La corne de rhinocéros se vend à prix d'or sur le marché clandestin de la médecine asiatique, essentiellement au Vietnam. On attribue à cette corne des vertus curatives ou aphrodisiaques, lesquelles n'ont jamais été démontrées par les scientifiques. Pour ces derniers, la corne de rhinocéros est composée de simple kératine, à l'instar des ongles ou des cheveux. À signaler enfin que la demande est telle qu'on assiste à présent à des vols de cornes de rhinocéros, non seulement en Afrique, là où vivent ces espèces, mais également dans des zoos, y compris en Europe, abritant des rhinocéros et même dans certains musées exposant simplement des cornes. C'est de cette triste évolution dont vont parler les spécialistes de la lutte anti-braconnage au mois de mars de cette année, lors de la grande conférence sur les espèces menacées, laquelle se tiendra dans une ville et un pays particulièrement concernés, Bangkok, en Thaïlande. L'invité de Géopolitis, Stéphane Ringuet, qui est chargé de programme au WWF. Vous connaissez bien ce problème du braconnage. Alors, on va déjà discuter sur le terme braconnage. C'est pas un petit braconnage artisanal, c'est une mafia, carrément, qui s'occupe justement de ces éléphants ou de ces rhinocéros. Oui, on parle beaucoup de braconnage parce qu'effectivement, les images que l'on peut voir consistent à voir effectivement des éléphants ou des rhinocéros ou des grandes espèces de mammifères sur le sol en train de gîre et sous des balles, effectivement, de braconniers. Et on se dit que ce sont des locaux, des gens du coin. On dit que c'est des locaux. Bon, des fois, c'est pas des locaux. Mais là, le vrai problème qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la criminalité qui s'organise autour, effectivement, de l'exploitation non durable et illégale des grandes espèces de faune sauvage sur la planète, notamment en Afrique, et notamment, en premier lieu, bien sûr, les éléphants et les rhinocéros. Et ce n'est pas que le problème du braconnage. C'est bien sûr, au départ, le braconnage, mais c'est aussi l'ensemble de filières, et l'ensemble d'une organisation qui vise à exploiter ces ressources, à organiser un commerce illégal, illicite associé à ça, organiser des réseaux de contrebande, et ensuite écouler ces produits sur un autre marché de l'autre côté de la planète. Et donc c'est un trafic organisé, c'est le cas de le dire, du début jusqu'à la fin. Oui, au regard de l'ampleur. Au regard de l'ampleur, si on ne parle que des saisies, par exemple, d'ivoire pour ne prendre que l'exemple de l'éléphant, au regard du nombre de saisies importantes, quand je dis importante, c'est plus de 800 kilos. Quand vous savez, par exemple, uniquement en 2011, il y a eu plus de 17 saisies supérieures à 800 kilos, on ne peut pas penser qu'un tel phénomène, représentant plus de 29 tonnes, on ne peut pas représenter que ce phénomène soit organisé, si ce n'est que par des vrais réseaux organisés, criminels, avec des appuis financiers, logistiques, Qui est derrière ces réseaux? On parle de mafia. Je veux dire, c'est les mêmes gens qui font des trafics de drogue, par exemple. Je veux dire, pour que ce soit organisé à ce point. Il y a aujourd'hui des informations qui laissent penser effectivement qu'il y a des connexions entre différents types de criminalité, notamment associées aux stupéfiants, associées aux armes, et bien sûr à la faune sauvage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'à un moment, il faut effectivement s'attaquer sérieusement à la criminalité faunique, en faire une des priorités au niveau national et international, parce qu'à s'attaquant à cette problématique-là, on va aussi s'intéresser à des réseaux criminels qui effectivement s'associent à d'autres types de criminalité, donc la drogue et par exemple, et les armes. On parlait que de ça. Et un des enjeux au niveau des priorités, c'est quoi? C'est que ce type de crime soit effectivement reconnu, mais ne reste pas impuni. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux criminels utilisent les failles du système. Les failles du système, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des zones de profit importantes en matière de phonique, pour lesquelles on peut faire des profits rapides et surtout de façon un peu impunie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer rapidement, sinon on va entretenir les conditions d'explosion de ce type de criminalité. Est-ce que les États vous aident, vous, ou est-ce que quelque part ils sont un peu complices de tous ces trafics? Est-ce qu'ils y trouvent leurs intérêts, leur intérêt? Écoutez, le développement de la criminalité s'appuie sur des conditions qui sont là, qui sont propices à son développement.
Et bien évidemment, des États qui vont être faibles en matière de gouvernance, qui vont être bien sûr imprégnés d'une certaine corruption, parce que ça existe dans beaucoup de pays, bien évidemment sont favorables au développement de cette criminalité. Donc les réponses qui doivent être apportées, bien évidemment, portent sur ces aspects-là, mais pas uniquement. Les gouvernements ont une responsabilité particulière, effectivement, pour renforcer les contrôles, faire en sorte qu'on démantèle les réseaux au niveau national, lorsqu'on connaît les gens, qu'il y ait des poursuites, qu'il y ait des peines, qui soient effectivement dissuasives, c'est-à-dire qu'elles correspondent à une réalité. Si on se fait arrêter pour 5 grammes de cocaïne, on va avoir des pénalités assez fortes. Si vous faites arrêter en présence d'ivoire, quelle va être la pénalité? Mais alors justement, pourquoi est-ce que ce crime, entre guillemets, reste impuni? Pourquoi ne peut-on pas, une fois qu'on a arrêté ces trafiquants, les condamner? Il n'y a pas d'instance judiciaire un peu supérieure ou suprême qui s'occupe de ces dossiers? Non, ça dépend du pays. Les pays ont ses propres règles. Il y a la justice. Bien sûr, l'État est souverain et donc il doit effectivement considérer chaque cas au cas par cas. Et bon, il y a un jugement, ce qui est normal. Ce qui est important, c'est de faire prendre conscience à la communauté internationale, d'une part, mais surtout aux États, que quelqu'un qui aujourd'hui fait du braconnage ou est responsable d'un commerce illégal et qui est arrêté dans le pays, il doit avoir une sanction à la hauteur de ce crime, parce qu'il s'agit bien d'un crime. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un petit braconnage de la personne qui fait bien. Donc, la réponse, elle est quoi? Elle est bien sûr pénale. Il faut donc que les textes existent, il faut donc que les sanctions soient à la mesure effectivement du crime. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, là, on parle de ce trafic, mais le trafic, il bénéficie à des consommateurs dont peut-être nous faisons partie. Quand on achète un objet en ivoire, par exemple en Thaïlande, on peut peut-être imaginer que ça vient d'Afrique. Est-ce que vous, WWF, vous avez une action de sensibilisation auprès du public pour ça? Pour au moins mettre les gens au courant de l'existence de ce trafic? Oui, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. Vous prenez l'exemple de la Thaïlande, il est extrêmement intéressant. Vous savez que la prochaine conférence des parties de la CITES, c'est une convention internationale qui porte sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages dans le monde. Car ça existe, il y a déjà des textes législatifs ou des traités internationaux. Il existe un traité international extrêmement intéressant, celui-ci dont je vais parler, qui est la CITES. Et la CITES va se réunir justement à Bangkok, en Thaïlande. Et ce pays-là a été identifié par trafic, par le WWF, dans un des rapports qui est disponible notamment sur Internet, comme un des pays pour lequel il y a effectivement des manques importants en matière législative, réglementaire, par rapport au commerce de l'ivoire. Il existe un marché domestique important dans ce pays. Et malheureusement, au regard des quantités qui sont vendues, il est fort à penser que beaucoup de cet ivoire est d'origine illégale en provenance d'Afrique. Il faut donc apporter une réponse immédiate et importante à ce problème-là, à savoir une fermeture rapide de l'ensemble de ce marché au niveau thaïlandais. C'est une réponse que l'on attend de la part du gouvernement thaïlandais et qui me paraît importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité commune, celui de la Thaïlande, mais c'est aussi un message fort envoyé à l'ensemble des pays dans le monde qu'une des réponses pour effectivement endiguer ce commerce illégal, c'est notamment les pays effectivement de l'ère de répartition qui doivent renforcer les contrôles, lutter contre le braquage, etc. Mais l'ensemble des pays qui sont consommateurs et qui doivent donc partager cette responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important. En un mot, si ça continue comme cela, il n'y aura plus d'éléphants, il n'y aura plus de rhinocéros, il n'y aura plus de tigres? Écoutez, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que nous avons aujourd'hui les moyens de changer la tendance. Nous avons les moyens de renforcer les contrôles et de faire prendre certains États des responsabilités majeures. Ça, il y a des choses qui apparaissent. On a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait des mesures incitatives très fortes et contraignantes très fortes. Et on a les moyens, et c'est peut-être un des challenges, de changer nos comportements de consommation et le regard que l'on a par rapport à la consommation d'espèces sauvages. C'est des défis majeurs, mais il y a quand même des signes positifs qui arrivent. Stéphane Ringuet, merci. Je rappelle que vous êtes chargé de programme au WWF. Merci de toutes vos explications. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Merci. Et si un jour, il n'y avait plus de tigres, en tout cas plus de tigres en liberté dans le monde? Des tigres, on estime qu'il y en avait 100 000 il y a 100 ans. Il y a 15 ans, on n'en comptait plus que 5 000. Actuellement, il serait 3 000. Et comme on a établi que tous les jours, un tigre mourrait, faites le compte, dans 10 ans, plus de tigres. Ce serait une triste fin pour cet animal placé dans l'annexe 1 de la Convention internationale sur les espèces menacées. Être dans l'annexe 1, cela veut dire que l'espèce ne peut en aucun cas être chassée et faire l'objet d'un quelconque commerce où que ce soit. Donc, interdiction totale.
Et pourtant, le tigre, on le chasse, on le braconne, on le tue pour le plaisir, ou pour sa peau, pour ses os, pour sa viande. Il existe ainsi un trafic international, un commerce illégal pour un marché occulte mais très demandeur. Le tigre disparaît aussi parce que l'on détruit son habitat en raison notamment de la déforestation sauvage. Alors, on élève des tigres dans des fermes spéciales. C'est triste à dire, mais actuellement dans le monde, il y a plus de tigres en captivité que de tigres en liberté. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, ce que l'on trouve sur Internet en vidéo sur ce phénomène du braconnage, de l'infographie, vue du passé ou le long combat pour sauver les espèces menacées, les sites Internet les plus instructifs, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.